bienvenue pour ce rendez-vous livresque. Je me présente, je suis Monique Delisle, je suis enseignante en technique d'hygiène dentaire. Et moi, je suis Anne-Marie Tézine, je suis enseignante au département de littérature et de français. Alors, j'en profite pour vous rappeler qu'il va y avoir un tirage de 3 exemplaires du roman à la fin de la rencontre. En plus, il y a un rabais de 25% de rabais à la coop du Cégep sur le roman pendant les 2 prochaines semaines. Alors, je vais procéder avec une petite présentation de l'auteur invité. Né au Liban, Abla Faroud émigre au Canada avec ses parents en 1951. Comédienne dès l'âge de 17 ans, elle joue principalement à la télévision de Radio-Canada. En 1965, elle retourne dans son pays d'origine et en 1969, elle s'installe à Paris. Après des études en théâtre à l'Université de Vincennes, elle revient au Québec en 1973. Elle écrit sa première pièce Quand j'étais grande en 1982, lors d'un cours de maîtrise en théâtre à l'UQAM. Auteure à temps plein depuis 1990, elle a écrit 12 pièces de théâtre, dont Les filles du 5-10-15 scènes, Jeux de patience et Les rues de l'Alligator. Elle est aussi l'auteure des romans Le bonheur à la queue glissante, Splendide solitude et Le fou d'Omar. Et plusieurs autres. Les livres d'Abla Faroud ont été traduits en plusieurs langues et ses pièces ont été jouées autant au Canada qu'à l'étranger. Parmi les prix et distinctions, Madame Faroud a été récipiendaire du prix du roman francophone pour Le fou d'Omar, le prix France-Québec pour Le bonheur à la queue glissante, le prix Arletty pour Les filles du 5-10-15 scènes, le prix du Théâtre et Liberté pour La possession du prince en 1993. Alors, à mon tour de présenter l'œuvre pour laquelle Madame Faroud est là avec nous aujourd'hui, et j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue. Merci d'être là avec nous. On est très, très, très heureux et heureuses, surtout heureuses. Il y en a un ici. Voilà. Alors, c'est dans ce 6e roman, l'auteur s'inspire justement d'un épisode de sa propre vie, le retour au Liban, il y a de cela plus de 50 ans. Alors, en 4e de couverture, je vous lis le résumé parce qu'il est très bien fait. Hein, je vais pas en faire un autre. Alors, écoutez un peu l'histoire et je dirai pas tout, par exemple. Hein, donc, écoutez. Les Abdelnour ont passé près de 15 ans au Québec avant que le père ne les force à rentrer au pays natal, le Liban. Après quelques mois d'émerveillement devant le paysage lumineux de la côte, il leur faut bien s'installer dans leur nouvelle vie, apprendre les codes culturels, s'inventer un avenir. Pour la jeune Ikram, profondément attachée à l'indépendance et à la liberté dont elle jouissait en Amérique, l'épreuve est particulièrement ardue. Dans la chaleur entêtante et sous le regard oppressant des hommes, comment rester fidèle à ses ambitions ? Comment exercer son métier de comédienne dans un monde où actrice est synonyme de putain ? Au grand soleil, comment s'épanouir sans se brûler ? Alors, chacun des 34 chapitres est raconté à la première personne par des personnages qui se succèdent. On va entendre l'oncle Youssef, qui va porter un regard un peu extérieur sur sa famille qui revient du Canada, tandis que Faïza, Adib et Ikram, qui sont les aînés d'une famille de 6 enfants, eux vont décrire leur adaptation plus ou moins facile dans le Liban des années 60. Pour ces aînés dont je viens de parler, Faïza, Adib et Ikram, la réalité ne correspond pas nécessairement à ce qu'ils avaient imaginé avant d'arriver. Et Ikram, qui ressemble étrangement à l'auteur, on voit en elle le symbole de la révolte, de la résistance à cette société dont elle refuse certaines valeurs et certaines traditions. Et je ne vous en dis pas davantage parce que je veux vous laisser le soin de découvrir le destin de ces personnages attachants, parce que c'est pas très drôle pour tout le monde, vous allez voir. Mais le courage l'emporte toujours, et la détermination aussi. Alors, voilà, vous aurez l'occasion de découvrir le destin de tous ces personnages attachants dans ce magnifique texte. Donc, Anne-Marie et moi allons poser des questions en alternance. Ensuite, il y aura possibilité à l'auditoire de poser des questions aussi. Donc, juste une petite seconde. Ici, là, il n'y a personne qui l'a lu, hein, c'est ça? Juste pour... Quand même? 1, 2, 3 personnes. Ouais, c'est juste
pour avoir un aperçu. Juste. Alors, ma première question a trait au titre de votre livre, que je trouve superbe. Au grand soleil, cachez vos filles, ça évoque le soleil par rapport à la lumière, la joie de vivre, la beauté du jour, et cachez vos filles comme de vouloir vraiment, c'est ça, dissimuler en quelque sorte. Et puis, Ikram, qui est en quelque sorte votre alter ego, exprime sa colère, sa grande déception de ne pas pouvoir s'émanciper dans ce pays de soleil. Et on ressent une certaine revendication. C'est un roman que je considère qui est féministe. Est-ce que vous croyez que l'écriture peut favoriser un changement dans les mœurs, une évolution? S'il favorise, on espère toujours, parce quand on écrit, on veut questionner, on veut rentrer dans l'univers des autres, dans la tête des autres, dans leur cœur. Alors, c'est sûr qu'on aimerait changer quelque chose, mais surtout changer soi. En fait, quand on écrit, on se pose des questions, on se pose des questions qu'on n'arrive pas à trouver la solution, sauf en écrivant. Puis même quand on a fini d'écrire, on a encore d'autres questions, et ça va être pour d'autres livres. C'est sûr que j'ai écrit ce livre avec un sentiment d'avoir perdu des années au Liban, d'avoir perdu tant de batailles. C'est pour ça que dans le fond, c'est drôle à dire, mais ce livre-là, il m'a réconcilié un peu avec le Liban. Parce que j'ai vu en l'écrivant qu'il y avait aussi autre chose que cette affreuse bataille entre hommes et femmes. On était toujours les perdantes. Mais ce n'est pas pour rien aussi que j'ai quand même un peu relevé un de mes personnages qui était un gars qui perd tout le temps dans tous les romans que j'ai écrits, c'est-à-dire le malade mental, là, qui le fou de la famille, si on veut. Lui, je me suis dit, bon, les filles vont perdre, mais au moins qu'il y ait quelqu'un qui gagne dans cette histoire. Et lui, il y a un changement dans sa vie, puis je suis contente pour mon personnage. Parce que les personnages, c'est ça qui est extraordinaire, ils deviennent plus vrais que vrais. Vous avez dit, c'est vrai que Ikram, c'est moi. Mais comment on reconnaît c'est moi? Parce qu'elle a fait du théâtre, puis moi aussi. Mais tous mes personnages, c'est moi. Parce que c'est pas le voisin qui écrit, c'est moi. C'est ma vision des choses. C'est sûr que je m'inspire de tout. Mais c'est ça aussi un auteur. Il s'inspire de tout, mais il ramène tout à des questions fondamentales, à des choses qu'il veut savoir. Et c'est dans ce temps-là, assise devant sa table, à des heures et des heures et des jours et des années, qu'on finit par dénouer cette chose qui s'appelle la vie. C'est bien dit. Est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que ça vous embête qu'on vous dise que votre roman est un roman féministe, ou est-ce que vous êtes d'accord, vous l'assumez? Mais c'est sûr. Bon. Mais voyons. On ne sait jamais, parce que des fois il y a des réactions, il y en a qui veulent pas se faire appeler féministe et patin et couffin. Vous? Non, moi je suis. Oh mon Dieu que je le suis. Mais certainement que je le suis. Et d'ailleurs, je pense que ça aurait été comment on pourrait dire, me renier totalement de ne pas l'être. J'ai vécu au Liban. J'ai vécu mon enfance, ça se voyait pas trop. Mais même dans mon enfance, ça se voyait qu'il y avait deux poids, deux mesures tout le temps. Imaginez-vous à 20 ans quand vous arrivez dans un... OK,
c'était habile de ma part. J'ai commencé par le soleil, nanana, puis la plage, puis... Mais même dans les trucs de plage et tout ça, on voit déjà que quand la mère dit, mais non, mais toi, non, moi, je peux pas aller à la mer. Moi, je sais, tu sais, je veux dire, il y a toujours... Cachez vos filles n'est pas pour rien. Cachez vos filles, d'ailleurs, c'était la dernière... Je m'en suis aperçue il y a pas longtemps. C'est la dernière phrase d'un roman qui est très autobiographique, qui s'appelle, qui précède celui-là, qui s'appelle, je sais même plus le titre. C'est quoi le titre de Le bonheur à la queue glissante. Non, voyons. Mais, toutes celles que j'étais. Toutes celles que j'étais qui se passent, d'ailleurs. Si mon écriture vous intéresse, ça va beaucoup aussi vous intéresser, parce que c'est les 10 années. Oui, j'avais passé une dizaine d'années avant de retourner au Liban, moi. Donc, c'est de 6 à 20 ans, non, 15 ans, 6 à 20 ans que j'ai vécu ici, et qui est totalement un autre, et on voit qu'elle est quand même assez bien, même si le Liban pointe à la fin de l'autre roman, c'est le père qui veut tout le temps retourner. Les Christi ils sont fatigants, les immigrants, ils veulent tout le temps retourner. Et mon père aussi. Mon père, c'était un vrai de vrai immigrant, c'est-à-dire celui qui veut toujours retourner puis qui pense toujours que c'est mieux là-bas. C'est le typique. C'est pour ça que j'ai voulu en sortir un peu. Mais donc, à la fin de l'autre roman, je ne l'ai pas ici, c'est dommage, je suis quasiment obligée de retourner au Liban, dans le pays de mon père, là où on cache les filles. Donc, elle avait déjà l'idée. En gestation. Mais moi, je m'en suis aperçue. A posteriori. Il y a pas longtemps. Je sais pas comment c'est. Je lis jamais mes livres. Une fois fini, je les ai tellement travaillés là que je touche plus à ça. Sauf pour devant vous, supposons si vous me demandiez de lire devant mes lectrices, ceux qui m'invitent, j'en lis des mots. Ça c'est sûr. Mais j'ai jamais lu un livre que j'ai écrit du début à la fin. Jamais. C'est trop. Avant de revenir sur la question de l'immigration, je veux juste m'attarder encore un petit peu sur le titre. Attardez-vous. Au grand soleil, donc le soleil échauffe les esprits, par conséquent les hommes. Et donc, cachez vos filles, c'est cacher le corps des hommes. Et je veux juste vous rappeler, puisque vous avez fait du théâtre, ce que Tartuffe dit à Elmire, couvrez ce sein que je ne saurais voir, par de pareils objets les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Donc le problème, c'est les femmes et le corps des femmes qui suscitent le vice. Depuis que le monde est monde, quasiment, le premier péché, c'était chez les chrétiens, dans la Bible, c'est quand même elle a mangé la pomme, ça veut dire quoi, ça? C'est ça que ça veut dire. Toujours les femmes. Bon! Alors, justement, je trouve que vous abordez une question délicate, la question du corps. Il y a des passages où Ikram découvre l'amour charnel. Il y a des passages où il y a un moment où elle dit... C'était un peu raté son truc. Oui, non, mais la première fois, il y a une belle description, puis la deuxième fois, c'est raté, mais c'est pas grave. Mais à un moment donné, elle dit... J'avais oublié que j'avais un corps. C'est quand même paradoxal parce que elle a un corps, le corps des femmes est désirable, mais on ne veut pas le voir, il faut qu'elle arrive vierge au mariage. Est-ce que vous avez attendu 50 ans pour aborder cette thématique-là parce que à l'époque vous pouviez pas en parler? Et puis 50 ans, et puis ma question elle a plusieurs volets. 50 ans après, quelle est la situation? Est-ce que ça y est, là c'est réglé tout ça, on n'a plus besoin de cacher le corps des femmes? Est-ce que au Liban? Oui. Mais répondez à ma question. La première. Je suis venue ici, moi. Non, mais c'est sûr, et c'est de plus en plus. De plus en plus, d'ailleurs, au Liban, quand on fait une recherche, on voit
des filles dans des années 60 où j'étais, ils étaient en mini-jupe, là. Je veux dire, bon, ça veut pas dire parce qu'ils étaient en mini-jupe qu'on pouvait tout faire puis que c'était la liberté. C'était une liberté déguisée, là, on sait. Mais là, on n'est même plus dans le déguisement, là. Je suis allée au Liban, moi, la dernière fois, et ce sera pour toujours la dernière fois, en 1992, après la guerre, en fait. Je devais aller écrire, j'avais une bourse d'un festival, du Festival des Francophonies, pour aller écrire une pièce sur le retour au pays de l'enfance, je sais pas trop. J'étais dans un taxi qui roulait, puis en fait, là, moi, je suis pas le genre à trop, c'est pas mon style, là, mais j'avais juste un t-shirt comme ça, un peu comme ça, avec une blouse par-dessus. Et j'étais dans un taxi, et le chauffeur de taxi à côté qui nous insulte, qui insulte le chauffeur de taxi parce que il prend une putain avec les... Il n'a pas dit le putain, là, parce que c'est moi qui le traduis, mais c'était comme, quel scandale! J'ai dit, mais tu veux que je revienne dans ce pays? Je veux dire, et c'est de plus en plus. Avec la montée un peu de l'islam et tout ça, ça aide pas du tout, ça. Je veux dire, il y a beaucoup de... c'est pas, je te parle pas seulement de l'islamisme, mais c'est que on est obligé de faire un peu avec le plus fort. Ils deviennent plus forts. Les règles de l'islam deviennent plus appuyées, plus fortes. Quand moi j'étais là au Liban à 20 ans, il y avait le nombre de chrétiens musulmans était à peu près équivalent. Égal. Et c'est pour ça la guerre du Liban, c'est parce que les chrétiens ont exagéré aussi, tu sais, je veux dire, ils se prennent pour des rois, là, tu sais, je veux dire, et là, il y a eu beaucoup de trucs à cause des chrétiens qui se prenaient un peu trop, tu sais, ils voulaient le pays en entier, puis tout ça, il y a tout ça qui joue, il n'y a pas juste... toute une question politique, bien sûr. En tout cas, ça en finit plus on est toujours... moi, je pense que c'est pas pour rien que je retourne peu au Liban, parce que c'est de mal en pire. C'est toujours pire. D'ailleurs, est-ce qu'il est publié au Liban, votre roman « Au grand soleil, cachez vos filles » ? Non, j'ai pas de livre en arabe. Je pense traduit, vous voulez dire? Est-ce que les gens là-bas peuvent le lire? Ouais, mais je veux dire... il est publié là-bas, il est vendu dans les librairies, tout ça? Je crois pas. Non. Je sais pas si mes livres... nos livres ici, là, on revient à l'édition. Je veux dire, nos livres, mes livres, ils sortent ici, mais tu sais, je veux dire... c'est juste quand j'ai un prix quelque part que mon livre va aller en France ou en Europe. On est très peu lu ailleurs. C'est dommage. En théâtre, c'était mieux parce que j'étais plus jeune et j'acceptais les invitations. Donc, j'allais plus souvent en Europe. Donc, mes pièces étaient jouées plus là-bas. Et le théâtre se transporte. Aussitôt que ta pièce est jouée dans un autre pays, tes livres se vendent aussi. Les romans, Le bonheur à la queue glissante, où j'ai eu un très gros prix. Le France-Québec, c'était un immense, un très gros prix avec une tournée à travers la France, et même si je me souviens, je sais pas, la Belgique, mais je ne me souviens plus, mais en tout cas la France, une longue tournée, et là ça s'est bien vendu, c'est sûr, mais sinon, ce livre-là, je ne sais même pas si... Peut-être à la Librairie du Québec, peut-être. Ma prochaine question a un autre thème. Est-ce que tu avais terminé avec ta... OK, oui. Parfait. Alors, c'est sur le thème de la solitude qui est évoqué dans le roman, et que vous avez aussi une œuvre qui s'appelait Splendide solitude aussi, qui a été publiée avant. Et vous avez mentionné, si je n'avais jamais senti la solitude qui vient avec l'exil, je n'aurais jamais écrit.
Donc, elle est comme un peu... Pardon, qu'est-ce que j'avais dit? C'était au devoir l'année passée. Si je n'avais jamais senti la solitude qui vient avec l'exil, je n'aurais jamais écrit. Je n'avais jamais senti la solitude qui vient avec l'exil. Je n'aurais jamais écrit? Oui. En tout cas, ceci dit, c'est pas grave. Peut-être que ça signifie que ça génère quand même votre processus d'écriture. Si, est-ce que ce que j'aimerais savoir, c'est c'est que la solitude est générateur. Oui, voilà. Oui. Et puis génératrice. C'est ça, parce que vous aviez mentionné aussi, rares sont les fois dans la vie où quelqu'un peut réellement et vraiment calmer ta peine. Rares sont aussi les gens qui te comprennent complètement, et c'est pour cela que l'on écrit, pour briser notre solitude en cherchant à se comprendre soi-même, etc. Oui, justement, briser la solitude, c'est pour ça qu'on écrit, mais elle est... et c'est quand on est lu, hein, donc, quand on est lu, et tout d'un coup, il y a un lien avec le lecteur, parce qu'il a senti ce qu'on a mis sans... Ça devient un partage. Oui, ça devient un partage. Je veux dire, en fait, vous nommez ce que le lecteur vit, en fait. Vous mettez des mots sur ce que le lecteur vit. C'est-à-dire, oui, et le lecteur, s'il participe à ce que j'ai écrit, il met un baume sur ce que j'ai vécu. Ouais. Et ça est-ce que ça a évolué avec le temps? Quand vous êtes arrivé au début, probablement que là, c'était plus présent. Maintenant que vous êtes reconnu et très, très connu, en fait, est-ce que ce sentiment-là a évolué? Vous vous sentez maintenant entouré, j'imagine, beaucoup avec les lecteurs et votre lectorat, la relation que vous avez avec? Mais c'est parce que, en écrivant Splendide solitude, j'ai compris beaucoup de choses sur la solitude. Parce que on dit tout le temps, je me sens seule, nanana. Je veux dire, c'est un mot galvaudé un peu, la solitude. Et moi, par exemple, j'aime être seule. Est-ce que ça veut dire j'aime ça, j'aime être seule. Mais il y a des moments, et de moins en moins souvent, où ce que j'aime m'engloutit. C'est-à-dire que je n'ai plus de rapport avec le micro, la table. Ça devient... Pour moi, c'est ça la solitude, c'est quand on perd les repères. On perd... Ça, c'est... Pour moi, c'est ça la vraie solitude. C'est pas être seul. Et c'est ça que j'ai découvert en écrivant Splendide solitude. Donc, dans le fond, c'est un mot que je devrais inventer, c'est-à-dire ce lien avec les autres quand j'écris. Pas pendant que je vis chez moi puis que je lave la vaisselle. J'ai pas besoin j'ai pas besoin des autres. J'ai besoin des autres si j'ouvre mon âme, si je dis quelque chose d'important pour moi. C'est là, s'il y a pas de réponse, on claque la porte. D'où le partage dont on oui. des questions, puis la communication. Oui, c'est ça. Par le processus. Oui. Intéressant. Alors, là, je vais aborder le thème de l'immigration en tant que tel. Vous avez immigré, vous étiez petite. 6 ans quand même, 6 ans. Qu'est-ce que vous considérez comme votre langue maternelle? Ma langue maternelle est toujours l'arabe, parce que c'est celle que ma mère et mon père m'ont appris. La langue française, c'est la langue que j'ai choisie. C'est encore plus grand. Je n'ai pas choisi l'arabe. Ma mère et mon père, je les ai pas choisis. Mais le français, je l'adore. Même si je savais écrire l'arabe, là, j'ai beau parler, je sais pas écrire l'arabe. mais même, il y a quelque chose, d'ailleurs, on le voit dans toutes celles que j'étais, ce rapport avec le Québec qui est très fort chez moi. Parce que j'ai aimé les gens. J'ai aimé leur façon de parler. J'ai aimé le français.
d'ici. OK, c'est sûr que j'ai lu aussi de toutes sortes de français. Il n'y a pas juste les Québécois qui écrivent. Là. J'en ai lu des classiques, tout ça. Mais j'ai un lien très, très fort avec le français. C'est ma langue que j'ai choisie, ma langue maîtresse, comme on dit. Il y a une de mes sœurs qui a fait un... D'ailleurs, elle a jamais fini, mais elle a fait une maîtrise qui parlait de ça, puis elle devait faire un doctorat sur la langue maîtresse, celle qu'on choisit. Parce que quand la langue maternelle ou la langue, tu ne la choisis pas vraiment, mais tu peux choisir celle que tu aimes, ta maîtresse, et moi j'ai choisi le français. Et justement, parce que la thématique m'intéresse, vous avez un fils formidable qui écrit des textes formidables. Moi j'adore Locolocas. Bon. Alors, et il a pris le nom. Une fille formidable. Oui, sans doute. Mais sans doute. Je n'en doute pas. Elle en a juste fait un. Mais qui est-elle? Ouais, c'est pas. Continuez avec. Mais non, mais vous nous en reparlerez. On veut la connaître à cette heure qu'on connaît votre fils. Oui, c'est pas grave. Alors lui, sa langue maternelle, c'est le français. Oui. Il a pris le nom d'artiste, c'est le nom de son grand-père Shafik. C'est quoi son lien? Bien sûr, j'ai fait mes devoirs. OK. C'est vrai, il a pris. Pourquoi il a choisi le nom du grand-père? Est-ce qu'il parle arabe? C'est quoi son lien? C'est quoi son lien avec le Liban? Est-ce qu'il veut y retourner? Est-ce qu'il veut pas y retourner? Ben lui, est-ce que c'est le pays rêvé? Oui, c'est vrai pour lui, c'est le pays de sa mère. Il est même qu'il est allé sans moi, parce que avant de faire Locolocas, il composait pour le théâtre. Avant, il a composé la musique pour plusieurs pièces de théâtre, dont une pièce qui est allée en tournée au Liban. Et lui, il s'est arrangé parce qu'il s'était fait remplacer parce que lui avait commencé à faire autre chose. Il a repris son rôle puis pour retourner dans le pays de sa mère. Parce que il y a quelque chose de, tu sais, moi aussi, si je connaissais pas le pays de ma mère, j'aimerais ça le rendre. Absolument, il y a quelque chose de mythique. Pour lui, c'est qu'il ait pris le nom de son grand-père, c'est normal. Mais nous, les immigrants, vous êtes aussi, hein? Ça paraît? Oui, je sais pas, peut-être vous êtes nés ici, mais peut-être. Non, effectivement. Il y a les déplacés, ça prend beaucoup de temps avant de se replacer. Ça prend plus qu'une génération parfois pour se poser. Hein? Pour se poser. Je suis d'accord. Et mes enfants, c'est plus eux autres. Ils aimaient leur grand-mère et leur grand-père, parce que c'est leur grand-père, mais tu sais, je veux dire, ils aimaient ça apprendre des mots. C'est de ma faute s'ils n'ont pas appris l'arabe. Parce que moi, j'avais tellement souffert au Liban que je voulais plus rien savoir de l'arabe. Vous voyez, donc eux, ils n'ont pas le même chemin que moi, mais c'est plus romantique. Oui. Eux, c'est romantique. Oui. Et vas-y, Monique. Quand vous êtes avec l'écriture de ce livre-là aussi, vous avez réalisé que vous aimiez quand même beaucoup plus le pays du Liban que vous ne le pensiez au début, hein? Vous avez, oui, c'est ce que je me suis aperçue, oui. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que malgré les difficultés que ça apporte l'immigration, ça ouvre aussi des perspectives et puis ça change notre façon de voir le monde, ça nous permet d'évoluer? Le processus de l'immigration, le fait de voir deux façons, différentes façons, en fait. L'immigration, c'est apprendre le monde. C'est parce que on est obligé après ça, on aime ça, mais on est obligé d'ouvrir sur quelque chose qui n'est pas nous. On est toujours, premièrement, en train de se chercher, mais donc en train de découvrir aussi. Oui. C'est sûr qu'il y en a qui vont plus se refermer sur ce qu'ils ont connu dans leur pays d'origine. Il y en a beaucoup. Parce que au début, c'est ça,
vous évoquez chez les gens au Liban une légèreté, comme si tout était passager, agréable, ne pas se poser de questions. Dans les pays froids, on se pose trop de questions, dites-vous. Donc peut-être qu'au Canada aussi, est-ce qu'il y aurait des choses qui vous auraient contrarié aussi par rapport à la différence dans les mœurs? Contrarié, peut-être le climat. Je veux dire, c'est sûr que quand on est petit, mais aujourd'hui, par exemple, trop de soleil, ça me fatigue. Par exemple, je veux dire, on change aussi avec le temps, mais il y a aussi, je pense que je l'ai idéalisé, mon pays d'enfance. Mon enfance, c'était ici. De 6 à 20 ans. Donc, en étant obligée de partir, j'ai idéalisé aussi ce Québec que j'aime. Mais je suis revenue et je l'ai mis aussi en pratique. J'aime les gens ici parce que mon rapport, peut-être que c'est moi aussi. Je veux dire, non, je suis d'accord, moi aussi j'aime les gens ici. Je suis plus proche d'eux parce que j'ai été élevée aussi, je veux dire, ici. Je veux dire, il y a peut-être ça. Moi, je suis vraiment double. Mais mon double, mon côté libanais, je commence à l'aimer à cause du roman que j'ai fait, parce qu'ils ont quelque chose de le fun aussi, d'amusant. Ils sont généreux, mais ils sont très superficiels aussi. Pour essayer d'aller chercher quelqu'un de moins superficiel, il faut... Parce que le soleil veut ça aussi. Je veux dire, quand il fait beau, t'as pas envie non plus de trop te casser dans la nanette. Je veux dire, il y a ça aussi. On est fait de ce qui nous entoure, dans le fond. Oui. Le climat, il fait beaucoup. Ah, c'est sûr. Hein? Tout à fait. C'est poétique. Oui, je te laisse. Et alors, je reviens sur votre... Revenez sur de quoi? Sur votre présentation du Liban. C'est que généralement, on lit des auteurs issus de l'immigration et il y en a beaucoup qui parlent de leur expérience d'accueil au Québec. Je pense à Kim Thuy, par exemple, qui arrive, qui parle des gens de Granby, comment ils sont gentils. Vous, votre posture, elle est un peu différente parce que vous êtes ici, vous êtes bien, l'ouverture, la liberté. Vous retournez dans un endroit que certains considèrent comme le paradis perdu. Et pour d'autres, c'est plus un mirage qu'autre chose. Et là, vous avez un regard très critique. Est-ce que vous exagérez pas un peu? Est-ce que vous en profitez pour régler vos comptes avec tous ceux avec qui vous devez régler vos comptes? Non. Vous n'exagérez pas? Mais parce que quand vous parlez de l'hypocrisie, de votre père qui se fait arnaquer par les parfums, tout ça, vraiment tout comme ça, méchamment? C'est pas méchant, j'ai à peine déguisé. J'ai à peine. Non, c'est... Vous êtes objectif, vous nous dites que vous êtes objectif. Non, on n'est jamais... quand on écrit, c'est pas... Mais parce que je vous trouve sévère, c'est ça. Sévère? Oui. Oh mon Dieu, je me trouve toute gentille là-dedans. Là. C'est vrai? Ben oui. Moi, j'ai pas été... Je crois pas avoir... Ben, enfin... faudrait demander à mes frères, mes sœurs. Est-ce qu'ils l'ont lu, justement? Et est-ce qu'ils ont le même regard que vous? Sur le Liban, il y a une sœur qui adore le Liban, qui retourne tout le temps. Et il y a une sœur qui veut rien savoir. On est divisé un peu. Donc, mais celle qui aime le Liban, ça ne veut pas dire qu'elle les trouve pas arnaqueurs et tout ça, là. Ils le sont. Je veux dire, c'est une façon de vivre. Je veux dire, il y a quelque chose de eux, quand ils pensent pas faire mal, là. C'est une façon de vivre. C'est une façon de dealer avec le monde.
C'est tout. Ça veut pas dire que, en disant ça, ça veut pas dire qu'ici il y a pas de menteurs puis de voleurs là. Il y en a beaucoup. On a eu la commission Charbonneau, donc on est. Oui, mais dans la vie de tous les jours, tu vois plus rapidement à qui tu as affaire. Tandis que les Libanais sont charmants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont charmants. Donc, tu te laisses charmer aussi. Non, mais c'est vrai. Et c'est là que tu te fais avoir. Non, mais c'est... Magda, elle opine du bonnet. Magda, t'es d'accord? Non, mais je veux dire, c'est logique. Je me suis rapatriée le Liban. Je l'aime, là. Ça va, là. Je veux dire, c'est correct, là. C'est correct, j'ai écrit ce livre-là. Mais on peut pas mettre de côté la personnalité. Ils sont ici, je veux dire, il y en a beaucoup plus. Comme ça, là. C'est la température. C'est le climat qui fait ça. Je crois pas. Regarde, t'as exagéré un peu. Mais c'est un roman! Bon, cela dit, je dois dire que vous faites aussi une belle déclaration d'amour à ce pays, à cette ville. Vous parlez de la Méditerranée. À un moment donné, le personnage, je pense que c'est Adib qui dit, c'est l'extase de nager dans la mer. Je suis tellement d'accord avec lui. Donc ouais. La plage, le Liban, on a envie d'y aller quand vous en parlez parce que oui. Ça sent bon. On imagine les plats, on imagine les odeurs, les couleurs. Donc c'est pas tout négatif. Vous faites une belle déclaration d'amour. Vous venez d'un beau pays quand même. C'est l'ancienne Côte d'Azur, c'est la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Oui, après le Liban, après la guerre, avant la guerre. Oui. Moi, j'étais avant la guerre, c'est vraiment. C'est beau. ça. C'est très beau. Non, c'est vrai. C'est très beau. Donc on peut quand même y aller. On pourra quand même y aller quand ça ira bien visiter. Oui, non, quand même, ça va bien là. Okay. Mais on fera attention aux arnaqueurs. Mais moi, quand je suis retournée, c'était en 1992. La guerre venait tout juste de s'arrêter, puis. Tout était les maisons. Ah oui, ça doit fendre le cœur. Hein. Ah, ça fend le cœur. Même si c'est un pays étranger. Tu sais, je veux dire, ça fend le cœur de voir la guerre à tout. Combien de maisons juste trouées, là, à droite, à gauche, trouées avec des obus, là, tu les vois, puis tout était arrangé en 92, je parle. Mais là, maintenant, c'est sûr que 20 ans après et 30 ans après, c'est sûr qu'ils sont... la place des martyrs, ça a été complètement détruit. La place principale de Beyrouth, ça a été toute refaite. Tout ça a été reconstruit. La guerre, on essaie d'enlever le plus possible la guerre, les traces. Et toujours en parlant d'immigration, il y a des élections qui s'en viennent. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre un certain discours sur l'immigration ? Je parle pour vous, je parle pour moi aussi, parce que je suis une immigrante. Donc, mais j'ai pas trop suivi leur c'est pas une moi, je pense qu'un immigrant, il doit être reçu. C'est-à-dire que ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence de trouver des gens qui nous accueillent. En tout cas, moi, je le parle, genre, nous, on l'a pas eu. On n'a pas eu d'immigrants, de familles qui nous ont accueillis, mais on était une famille déjà. Ma grand-mère habitait ici, etc. Donc on était, nous on vient d'une famille de longue immigration, de retour et de ça, on le voit bien dans un de mes romans. C'est comme il y a beaucoup d'allées et de retour, mais ma grand-mère il était ici déjà, ma grand-mère, quand on est venu. Donc, on n'était pas accueillis par d'autres, mais moi, je pense, pour aimer le pays, pour se sentir bien, l'accueil est important. Donc, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quel parti qui proclame ça, mais... c'est dur immigrer, c'est dur les premiers temps, c'est très dur, pas de la langue, tout, je veux dire, mais donc, oui,
ce qui est bien, c'est peut-être la plupart du temps c'est très difficile, mais la réunification des familles, par exemple, qui est pas très prisée. Il y en a beaucoup. Un oncle, une tante veut venir, puis là ils font toutes sortes d'affaires pour ne pas. Mais dans le fond, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, parce que de venir en famille. Oui, ben c'est-à-dire oui, parce que c'est à ce moment-là que tu fais en sorte que le pays tu travailles, tu te rencontres du monde, tout ça. Tandis que si tu es tout seul, que je sais pas, j'ose même pas imaginer ceux qui traversent la frontière là. Oui, ceux qui viennent là parce que je sais pas trop. Trump il voulait rien savoir d'eux là. C'était, je veux dire. Oui, ça doit être. En tout cas, moi, ça me fait mal ça me fait. C'est pas très logique ce que je dis, mais je sais que c'est dur. J'ai même pas besoin de vous faire un dessin. Non. Peut-être que. Mais en tout cas. Vous dites avoir écrit ce livre pour que vos lecteurs se reconnaissent dans ce que l'être humain a de plus fondamental. Lors de sa publication, vous étiez impatiente de voir comment il sera reçu. Êtes-vous satisfaite de la réaction de votre lectorat? Mais j'ai ce livre-là, hein, vous parlez de cela. Oui. J'étais avec les jeunes, là, ça a été en finaliste. Au prix, le prix littéraire des collégiens était à Alice. J'ai même gagné pour le Suède et l'Estonie. Les étudiants qui sont de là-bas, qui viennent apprendre le français, ils ont voté aussi. Hein, ils ont lu et voté. J'ai gagné. Félicitations. D'ailleurs, j'ai dû refuser, mais j'avais une dizaine de jours dans ces pays-là. Mais ma santé et puis mes oreilles, tout ça, j'ai dû refuser, mais ça aurait été avec grand plaisir. Mais j'ai rencontré ici, à cause de ce roman-là, beaucoup de jeunes qui l'avaient lu. Beaucoup. Et ça, c'était tellement extraordinaire de voir leur façon de parler du livre et tout ça. C'est réconfortant de voir ces jeunes-là intelligents, fins, sensibles. Moi, oui, j'en ai vu beaucoup, puis je suis vraiment ravie. Je suis vraiment ravie de l'accueil de ce livre-là, finalement. Oui. Très bien. Est-ce que tu as d'autres questions? Pour l'instant, non, parce que j'aimerais bien que l'assistance... Oui, c'est parce qu'ils n'ont pas lu. Il y a 2-3 personnes qui ont lu, là. Peut-être que vous pourriez en parler ou poser des questions. On a mis des Vous pouvez aller au micro. On a des micros, là. Le micro vient à vous. Mais il faudrait le micro parce que moi, je suis malentendante. Ça s'appelle comme ça. Ça fait quelque temps que j'ai lu votre livre. Oui. Je me souviens de certains passages. Moi, j'ai une question pour vous. Les mamans... Plus proche. Les mamans, pourquoi sont-elles si soumises à leur mari? Parce que c'est difficile à comprendre. Nous, les mamans, on défend nos enfants, puis même si le mari nous dit n'importe quoi, nous, on défend nos enfants. Mais je trouve que les mamans libanaises sont trop soumises à leur mari. Est-ce que un jour, les mamans vont prendre le drapeau, puis vont défendre les enfants contre leur mari? Ben, quand ça arrivera ici, ça arrivera peut-être. Les mamans... Mais ici, il y a beaucoup de différences ici aussi. Là, on parle du Liban, là. Mais il y en a beaucoup, là, c'est pas égal non plus, hein. Et ici, les mamans, peut-être que c'est dans mon entourage, mais ici, les mamans, là, laisseraient pas leur fille, laisseraient pas le père marier une fille contre son gré. C'est pas le père qui laisse. C'est la société même c'est le père là, il représente la société. C'est pas, on peut voir, supposons comprendre comment elles sont dans le roman. Quand on se reporte dans les années 50 ici, c'était pas guère mieux là. Je veux dire, ça a évolué un peu, mais
les femmes, c'est pas pour rien qu'on est devenu féministe, là, je veux dire, c'était pas si, c'est les gens de notre âge, là, qui sont féministes, parce que c'est elles qui ont vu les deux poids, deux mesures tout le temps, ici aussi, pas juste au Liban. Au Liban, ça devient pire à cause de l'aspect extérieur de la femme. Mais ça n'a pas changé. Je suis fatiguée, là. Non, mais je suis vraiment fatiguée, là. Non, vraiment. Non, mais je trouve ça vient me chercher loin, là. C'est toutes ces questions-là de femmes et d'hommes, puis mais quand est-ce qu'on va voir ça, là, quelque chose de cette différence-là, tu sais, je veux dire que même... Non, je ne veux plus parler. Non, OK. Une autre question. J'en ai tellement vu. Je voudrais peut-être ouvrir un peu. D'abord, j'aime beaucoup vos romans. Je les ai presque tous lus. Mais je me demandais un peu est-ce que vous avez des contacts avec, parce qu'il y a plusieurs écrivains, enfin j'en connais 3 en tout cas, d'origine libanaise, qui ont publié ici au Québec. Il y a Rawiage, il y a Dimitri Nasrallah, qui n'a pas beaucoup écrit, mais ils ont publié en anglais surtout, puis ça a été traduit en français. Est-ce que vous avez des contacts avec, ils sont plus jeunes aussi, leur expérience de l'immigration est différente? Avez-vous des... ça me... Si ça donne que je les vois comme supposons Wajdi Mouawad, je le connais parce que mon fils a fait de la musique avec lui. On a été invités ensemble dans des réunions comme ici. Mais je fais jamais exprès pour aller les voir parce que pour moi, c'est des auteurs. Puis j'en ai plein ici que je veux rencontrer puis que... Je suis toute seule chez nous, puis je les rencontre pas, mais sauf dans des moments précis. Pour moi, je fais pas la différence. Ce qu'on écrit, il peut être bon écrivain, il a les mêmes genres de thèmes que moi, mais on dirait que ça m'intéresse plus de rencontrer d'autres, je pense, fondamentalement. J'aime les écritures qui ne ressemblent pas à la mienne. J'aime les autres. J'aime l'autre. J'aime parce que si on lit la même chose, on n'avance pas là. Je veux dire, moi j'aime ce qui est différent de moi. Ça peut-être, je sais pas si c'est l'immigration qui a fait que c'est ça. Ça m'apporte une question avec ma curiosité. Qu'est-ce que vous aimez? Avez-vous des auteurs préférés ou qu'est-ce que vous aimez lire ces temps-ci? Vous lisez aussi en tant qu'auteur? Ah oui, beaucoup. Je lis tout le temps, moi. Tout le temps. Puis comme en ce moment, je suis en train de finir un livre, là, ça vous fait enfin, oui. Donc, quand on écrit... c'est fou comme lire les autres. Des fois, juste un mot qu'il a employé dans cette phrase-là. Ah, ben oui, regardons ça. Tu sais, ça continue à nous, ça nous aide beaucoup. Je veux pas dire qu'on va prendre la phrase qu'il a faite, là. Non, on n'est pas des voleurs, là, quand même. Non, mais ça nous nourrit beaucoup. Moi, même quand j'écris pas. Même quand je suis pas en période d'écriture, je lis énormément. C'est ce que j'aime le plus au monde. Avant, j'aimais beaucoup le théâtre, mais avec mes oreilles malentendantes que je suis devenue, j'ai moins de plaisir au théâtre. À cause, j'ai toujours l'impression que j'ai raté un mot, une phrase. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment embêtant. Donc, je pense que ça a toujours été un bienfait extraordinaire personnel, même pas juste pour écrire moi-même, mais même quand je suis malade, je suis étendue puis je lis. Je veux dire, j'aime ça. Dieu Dieu, est-ce qu'il est là, Dieu, là, dans la lumière, là?
Il a inventé l'écriture. Est-ce que c'est lui? Au commencement était le verbe. Il a le verbe. Et justement, votre vocation d'écrivaine, Oui. d'où elle vient? Parce que votre père était un marchand, donc pas nécessairement dans le monde intellectuel ou de l'écriture ou de la lecture. Mon père Donc, est d'un c'était genre un bon d'intellectuel. lecteur? Mon père? Oh! Wow! Il adore il adore lire. Il aimait beaucoup raconter, mais il adore lire. Mon père, je l'ai jamais vu autrement qu'avec un journal ou un livre. Plus des journaux, parce qu'il n'y avait pas assez de livres ici, comme mon image de lui. Non, il adore la littérature. Il s'est gavé, jeune, il s'est gavé de poésie. Non, mon père... ma mère aussi, ma mère moins, parce qu'elle est moins grande lectrice, parce qu'elle lit pas très bien. Elle lit, mais ma mère, c'est plus une philosophe, une sage naturelle, même sans avoir... C'est comme si, avant tout le monde, elle savait les choses, avant même de le lire, en tout cas, c'est... Mais ma vocation, c'est joli, hein? Oui. Vocation c'est par hasard. Ah oui. J'aimais lire jeune, j'aimais le théâtre. Ma vraie profession, c'est actrice. En fait, la profession que j'ai choisie jeune, c'est actrice. Bon, ça a donné que, avec le Liban, puis après ça, à la France, j'ai réétudié, je suis rentrée à l'école de théâtre et j'ai fait aussi un peu comme actrice aussi, puis j'ai fait de la science de mise en scène, j'ai continué là-dedans. En revenant, je suis revenue 4 ans après, c'est-à-dire à l'âge de 28 ans, à peu près 28 ans, que je me suis mariée avec un Québécois francophone que j'ai rencontré en France. Vous savez tout de moi. Puis, très vite, j'ai eu un enfant, 2 enfants. Mais à un moment donné, c'est comme l'actrice en moi, elle s'est un peu éteinte. Je sais pas trop. C'est comme ce goût-là. Je retournais à Radio-Canada pour faire des auditions, puis je sais pas, il y avait quelque chose de cassé, qui s'était étiolé comme ça un peu. Bon, là, t'as 35, t'as pas de métier, t'as 2 enfants, oui, mais encore, là, tu sais, je veux dire, moi, j'avais plus de métier. Alors, je me suis dit, je vais retourner à l'université. Et c'est par l'université, dans un cours universitaire que j'ai commencé, j'ai écrit, c'était une écriture dramatique. J'ai pris écriture dramatique et j'ai écrit une pièce qui a été jouée professionnellement. Et c'est comme ça. Mais je pensais jamais, parce que c'était un cours. Puis ma sœur, justement, une de mes sœurs, mais t'avais pas écrit une pièce, toi? J'ai dit oui. Mais il en demande, là, pour le festival des femmes, ou je sais pas trop quoi. Ben, voilà. J'ai dit, mais c'est un travail d'école. Je l'ai envoyé, puis elle a été jouée, avec des acteurs professionnels et tout. Alors, après ça, comme j'avais déjà mon bac, je me suis dit, avec un bac, on pouvait, à cette époque-là, enseigner le théâtre. C'était ça mon idée, d'enseigner le théâtre. Je vais pour chercher du travail d'enseignant en enseignement. J'en trouve pas. Je continue, je fais une maîtrise. Je fais une maîtrise. Et dans cette maîtrise-là, je pouvais pas faire une maîtrise en enseignement parce que j'avais pas assez enseigné, mais j'avais un background de comédienne. Alors, fallait en création. Création quoi? J'ai écrit une autre pièce. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, de pièce en pièce, et arrive le roman. Le roman! Non, mais ça a changé toute ma vie, le roman. Ben oui, parce que c'est là que j'ai commencé. Ben, parce que on a beau dire, le théâtre, c'est assez... moi, je t'ai invité beaucoup en France et tout ça, mais comme c'est un public très particulier, le théâtre. C'est comme toujours les mêmes qui vont voir les pièces. C'est toujours, tu sais, je veux dire, c'est un public un peu, pas fermé, mais...
Tandis que le roman, c'est plus large. Comme, ben, on a tout le temps encore, là. Quelle heure, là? Ah, 1h10, oui. Non, mais c'est juste, le premier roman, c'est le fun aussi, comment c'est arrivé. Parce que, comme après chaque pièce, on cherche pour le suivant, tu sais. Donc, on est toujours en train de chercher le sujet, chercher. Puis moi, quand je cherche, j'aime mieux écrire parce que c'est plus facile Ça laisse des traces. Hein, oui, ça laisse des traces. On dirait que ça m'aide plus à penser. Puis, là, j'avais déjà fini une de mes pièces, puis je cherchais et j'étais au café en train d'écrire mon journal, puis en train de chercher qu'est-ce que... Puis là, je vois... je me pose la question, mais votre question de tout à l'heure, d'où vient ma solitude? D'où ça vient, c'est ça? Et là, en me posant la question, je vois ma mère. Je vois ma mère, jeune, moi petite, à côté d'elle. On est les premiers 6 mois où on est arrivé au Québec. Elle est en train de laver la vaisselle et ses larmes coulent. Et moi, je suis à côté en train d'essuyer. Solitude, la mère. Je dis, voyons, c'est quoi, c'est un gros sujet, là, mais tu sais, je cherche d'où vient ma solitude, puis là, je vois ma mère. Puis ça a commencé l'histoire, le bonheur à la queue glissante, cette femme qui était d'abord ma mère, parce que ça a pris 5 ans à écrire ce roman-là, parce que, comme je disais à qui? Je disais je disais au jeune homme qui m'a accompagné jusqu'ici, dans l'autobus, c'était tellement mignon. Il m'a accompagné jusqu'ici. Mais je lui disais, c'est important quand on prend quelque chose qui nous tient à cœur, qui est comme une boule qu'on doit défaire. Parce que on pourrait bien juste inventer avec sa tête. On est capable, on sait écrire. Mais si tu pars avec quelque chose à démêler, là, tu sais, comme mère, solitude, pleurs, d'où ça vient tout ça, tu sais, c'est comme quelque chose que tu veux savoir. C'est comme ça qu'une écriture, c'est-à-dire, c'est pas tellement que tout ce qui est écrit est vrai, mais l'émotion qui est dedans est vraie. Et l'émotion vraie d'un roman, de n'importe quel roman, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose que tu veux dénouer. Et c'est ça que et c'est comme ça que Le bonheur à la queue glissante, qui était mon grand best-seller, qui se vend jusqu'aujourd'hui, a commencé... Hein? Qui s'enseigne encore. Oui, il se vend et tout ça. Parce qu'il ça aurait pu être une pièce de théâtre, mais à un moment donné, il y avait trop la voix. C'était juste plus la voix. C'était plus, je sais pas. En tout cas, ça a fini par être un roman. Et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté tous ces balivernes. Je suis... Vous êtes une vraie comédienne, sincèrement. Absolument. Non, mais je suis vraiment fatiguée, par exemple. Okay. D'accord, mais en tout cas, c'est bien aimable à vous. On veut pas non plus. Oui, écoutez, puisque vous êtes fatiguée, je veux juste vous remercier d'être revenu. Déjà, on est très content de vous avoir là. Et je vous conseille fortement la lecture de ce texte qui est bien écrit, qui est sensible. Et aussi qui fait vraiment ressentir ce que c'est que l'immigration. Puis en tant qu'immigrante, moi je me suis identifiée à bien des passages. Donc, en fin de compte, Madame Farroud aborde des thèmes qui sont universels. Elle aborde la double appartenance culturelle, le déplacement et tout ça. Et donc vraiment, je vous encourage fortement à vous procurer le livre. Il va y avoir un tirage, mais ceux qui veulent l'acheter ou l'offrir, il est en vente à la coop et puis on a un beau 25% de rabais. Donc, faut pas rater ça. Il faut en profiter.
Alors, merci encore. On sait qu'il y a un tout nouveau roman qui sera bientôt probablement publié. Alors, on sera ravis de... Il est tout chaud, là, il s'en va. Oui, quasiment tout là. Ah ouais. On a bien hâte. Le dernier, je vous dis le titre déjà. Scoop. Oui. En primeur. Le dernier des Snorro. Le dernier des Snorro, alors. On va mettre ça à l'œuvre. Merci beaucoup.